Je me suis retrouvé assis brutalement sur un des sièges, sans l'avoir voulu, comme si une force invisible m'avait cloué là. C'était il y a plusieurs années, à une période très sombre de ma vie. J'étais en colère, souvent sans raison. Ma famille n'allait pas bien et, pour être honnête, je ne ressentais plus grand-chose. Je vivais sans émotion, ou alors avec trop de rancune pour en reconnaître une quand elle se présentait. À l'époque, j'étais coach sportif dans une grande salle de sport commercial, un endroit animé où l'on croisait toutes sortes de gens. Un jour, j'ai commencé à travailler avec une nouvelle cliente. Elle était assez discrète, toujours réservée, et surtout, elle semblait éviter de trop s'approcher de moi. Au bout de quelques séances, j'ai tenté une blague pour briser la glace. Je lui ai demandé à moitié en riant si elle gardait ses distances parce que je sentais mauvais. Sa réponse m'a pris de court. Elle m'a regardé sérieusement et m'a dit qu'elle avait un don. Elle pouvait voir des choses, des entités, et selon elle, 3 ombres sombres me suivaient constamment. Elle les décrivait comme lourdes, accrochées à moi, et hostiles. Pendant un moment, je n'ai pas su quoi dire. Je n'étais pas le genre de personne à croire à ce genre de choses, mais ce jour-là, il y avait quelque chose dans son regard, dans sa voix, qui m'a poussé à l'écouter. Nous avons parlé longuement. Finalement, j'ai accepté de la laisser faire ce qu'elle avait à faire pour les faire partir. Je n'ai pas su exactement ce qu'elle a fait cette nuit-là, et je ne veux même pas imaginer certains détails. Mais je me souviens très clairement du matin suivant. Je me suis réveillé et j'ai senti une légèreté que je n'avais pas connue depuis des années. C'était comme si un poids invisible avait été retiré de ma poitrine. Je respirais plus librement. Ma tête était plus calme. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à la paix. Entre l'âge de 7 et 12 ans environ, je voyais toujours 2 orbes. L'un était noir et l'autre blanc. Je les voyais toujours ensemble, et ils étaient à peu près de la taille d'une pastèque. Ils flottaient juste au-dessus de la tête des personnes que je connaissais. Ils n'étaient ni menaçants ni joyeux. Ils étaient simplement là. Mais ils avaient un but. L'un des deux était toujours plus haut que l'autre. L'orbe blanc représentait les sentiments positifs, et le noir les sentiments négatifs, pas forcément mauvais ou maléfiques, juste négatifs. Si la personne était plutôt négative, l'orbe noir était plus haut et bougeait davantage que le blanc. Et inversement, si la personne était plutôt positive, c'était l'orbe blanc qui dominait et s'animait plus. Je n'ai cherché des infos là-dessus que récemment, et j'ai lu qu'ils étaient comme des espèces de sondes, ce qui correspond exactement à ce qu'ils semblaient être. J'ai fini par arrêter de les voir, mais pendant plusieurs années, ils étaient bel et bien là, entièrement formés et visibles pour moi. C'était à la fois terrifiant et complètement fou, mais personne ne nous a cru parce qu'on n'avait aucune blessure physique. C'était pendant les vacances de printemps, j'étais à Miami avec beaucoup d'amis. Avec une amie et un pote, on a décidé de marcher en maillot de bain depuis l'hôtel jusqu'à l'épicerie la plus proche. Sur le chemin, on a traversé un quartier pour couper plus court. Pendant qu'on marchait, une voiture s'est approchée de nous et le conducteur, arme à la main, nous a ordonné de monter. Comme tout le monde avait un peu bu, on a cru à une blague. Puis il a tiré en l'air, a claqué sa portière et a répété « Montez à l'arrière. Je vais vous emmener à tous les distributeurs et vous allez retirer tout l'argent que vous avez. » On est vite monté, on a claqué les portières. Quand il est revenu pour reprendre le volant, il s'est rendu compte qu'il s'était enfermé dehors et qu'il avait laissé son arme sur son siège. On a immédiatement verrouillé toutes les portes. À ce moment-là, l'agresseur s'est mis à crier comme si on essayait de voler sa voiture, il tentait de briser la vitre. Mon pote est monté à l'avant, a attrapé l'arme, a passé la voiture en mode conduite et on a roulé sur quelques kilomètres. On avait 19 ans, donc on paniquait un peu à l'idée d'être accusé de vol de voiture, possession d'armes et alcool chez des mineurs. Alors mon pote a retiré toutes les balles du chargeur, les a jetées dans une bouche d'égout, puis on a verrouillé la voiture, porte fermée, moteur encore en marche,
et on a appelé la police pour leur indiquer l'endroit où elle se trouvait. Tout ça s'est déroulé en moins d'1 heure. En rentrant, nos amis nous ont demandé « Où est la bouffe que vous deviez acheter ?» On leur a raconté tout ce qui s'était passé, et ils ont cru qu'on inventait juste une excuse parce qu'on n'avait pas envie de marcher ivre jusqu'au magasin. Encore aujourd'hui, personne ne nous croit. Quand j'étais enfant, peut-être vers 5 ou 6 ans, j'étais convaincu qu'il y avait des êtres qui vivaient dans mes rideaux. Ma chambre avait des cantonnières avec des poissons, un motif marin, et la nuit je voyais des choses en sortir. Mes parents, logiquement, me disaient que j'imaginais des choses. Et même à cet âge, je comprenais que c'était probablement vrai, jusqu'à ce que je les voie clairement. J'étais devenu tellement terrifié par les rideaux que je demandais à mon père de les frapper le soir pour empêcher les visages d'apparaître. Il le faisait avec un petit club de golf en plastique que j'avais, juste pour me rassurer. Mais un jour, il en a eu marre. Alors j'ai décidé de le faire moi-même. Je montais sur une chaise dans le coin de ma chambre et je tapais les rideaux pour me porter chance avant de me coucher. Une nuit, je suis monté comme d'habitude, j'ai levé les yeux vers le coin, et j'ai vu 2 longs globes oculaires, qui ont immédiatement tourné leur regard vers moi. J'ai eu si peur que je suis tombé de la chaise, complètement paniqué. Mes parents ont dû enlever les rideaux, et pendant un temps ils les ont rangés ailleurs dans la maison. Je refusais catégoriquement d'être dans la même pièce qu'eux. Rien que leur présence me donnait la nausée. Je ne sais pas d'où ça venait ni ce qu'ils sont devenus ensuite. Personne ne m'a jamais cru, mais je peux encore les voir clairement dans ma tête. Une nuit, j'étais près de Carthage avec mes amis Johnny, Jessie et le petit frère de Jessie, Ryan, qui avait 10 ans. On traînait, on rigolait, et on a fini par tomber sur un vieux cimetière. À un moment, Johnny a récité quelque chose sur une pierre tombale, peut-être juste du charabia, mais on a tous reculé un peu, instinctivement. Ryan, lui, s'est assis sur le socle de la tombe et il est resté figé, comme absent. On a dû le secouer pour qu'il revienne à lui. On a quitté l'endroit et roulé un moment, puis, sans trop savoir pourquoi, j'ai décidé de tourner sur un petit chemin de terre presque invisible sur la gauche. Il devait être autour de minuit, et comme on n'avait rien de mieux à faire, on est tous descendus de la voiture pour marcher un peu sur le chemin et discuter. La route était tellement abîmée qu'on avait dû laisser le van en arrière, sinon on aurait ruiné le dessous du véhicule. Après avoir marché une centaine de mètres, on a vu ce qu'on croyait être des phares au loin. On s'est figé sur place. Quelques mois plus tôt, on s'était déjà fait tirer dessus par des rednecks, donc on était prêt à courir au moindre signe de danger. Mais au lieu d'une voiture, 2 sphères sont sorties tranquillement des bois et ont fusionné pour n'en former qu'une seule, 2 fois plus grosse qu'un ballon de plage. Elle était bleue, et des éclairs en jaillissaient pendant qu'elle avançait vers nous. Une peur énorme nous a envahis et on a détalé vers le van. La sphère nous suivait, juste derrière nous, sans ralentir. On a réussi à monter dans le véhicule et à s'enfuir, mais le trajet de retour a été étrange. Normalement, il faut environ 15 minutes pour rentrer de Carthage jusqu'à chez nous, et la route où on s'était arrêté était à peine à 10 minutes de là. Pourtant, on a eu l'impression que ça prenait une éternité, même pour simplement rejoindre Carthage. On est arrivé dans l'allée de la maison qu'à presque 3 heures du matin. Le trajet en lui-même était bizarre. Non seulement il a duré 3 fois plus longtemps que d'habitude, mais Ryan est retombé dans une sorte de transe et s'est mis à marmonner quelque chose dans une langue qu'aucun de nous ne comprenait. Johnny, qui était assis à l'arrière avec lui, a paniqué mais a eu la présence d'esprit de prendre un stylo et de noter ce que Ryan disait sur son bras pendant qu'on roulait. Ryan est redevenu normal dès qu'on est rentré. Johnny a fini par retrouver les mots qu'il avait notés, c'était du latin. Mais honnêtement, je ne pourrais pas vous dire ce que ça voulait dire. J'avais 16 ou 17 ans et j'étais dehors, en train de débroussailler l'arrière d'un abri pour voiture sur le terrain de mes parents, quand une entité sombre est passée derrière moi et m'a violemment poussé dans le dos. C'était en fin d'après-midi, le soleil se couchait et brillait directement sur moi.
Mon ombre se projetait nettement sur le mur du bâtiment et uniquement la mienne. On vivait dans une zone rurale, en Caroline du Nord, au milieu des champs, au bout d'une impasse. Les seuls voisins étaient des membres éloignés de la famille. Derrière moi, il n'y avait que de la pelouse, une clôture, un pâturage, une grange et des champs ouverts. Mon père était de l'autre côté de la maison, sur une tondeuse autoportée. Personne d'autre n'était à la maison ce jour-là. Normalement, si quelqu'un s'approchait de moi, j'aurais vu leur ombre à côté de la mienne sur le mur, et je me serais retourné. Mais là, j'étais debout, casque audio sur les oreilles, concentré sur le débroussaillage, seul avec mon ombre. Et soudain, une autre ombre humaine a surgi derrière moi et j'ai été poussé violemment à l'arrière de l'épaule gauche. Poussé assez fort pour que je sois énervé, pensant que quelqu'un me faisait une blague. Sauf qu'il n'y avait personne. Personne ne courait dans la direction où l'ombre était allée, personne ne se cachait autour du bâtiment, et personne n'aurait pu s'éloigner aussi vite que l'ombre que j'avais vue. Mon père, lui, continuait de tondre à l'opposé de la maison. Je pouvais encore entendre la tondeuse quand je me suis arrêté. Je lui ai demandé s'il avait vu quelqu'un, et il m'a dit que non. C'est la seule fois de ma vie où j'ai été physiquement touché par quelque chose d'invisible. Et c'est aussi dans ce même coin du terrain qu'enfant, vers 7 ou 8 ans, j'avais ressenti une présence extrêmement négative. C'était comme une attaque psychique. L'atmosphère s'était densifiée autour de moi, pesante, et tout autour j'ai entendu un son intense ressemblant à celui d'un maraca en calebasse ou d'un bâton de pluie. Je me suis tourné vers l'ouest, vers le soleil couchant, et j'ai été pris d'une peur soudaine et profonde de la forêt proche de chez nous, un endroit qui ne m'avait jamais effrayé auparavant. J'ai couru vers la maison, paniqué. À ce jour, le bruit d'un maraca me donne toujours des frissons. Tout comme les ombres qui bougent trop vite. J'ai acheté ce magnifique meuble asiatique ancien et je l'ai ramené chez moi, puis je l'ai installé dans ma chambre hier. En l'observant, je n'arrêtais pas de me demander quel âge il pouvait bien avoir et qui avait pu le fabriquer à la main, car il montrait clairement des signes d'usure, comme s'il avait traversé plusieurs générations. Dans la nuit, alors que je me trouvais dans cet état étrange entre le sommeil et l'éveil, juste au moment où l'esprit commence à lâcher prise, un bruit violent et soudain a éclaté dans mon oreille. C'était un son très particulier, un mélange de grésillement et de changements rapides de fréquence radio, un vacarme qui n'a duré qu'une fraction de seconde, mais qui m'a complètement réveillé. Ce n'était pas un son venant de l'extérieur. J'étais seul, la maison était silencieuse, et je portais même des bouchons d'oreilles en silicone, ce qui aurait dû m'isoler de tout. Pourtant, le bruit m'a frappé directement, dans une seule oreille, comme si quelque chose avait voulu capter mon attention de manière très ciblée. Je n'aurais pas mentionné le meuble si tout cela ne s'était pas produit précisément la nuit suivant son arrivée. Il y a peut-être un lien. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence étrange, mais depuis cet instant, je ressens une présence dans la pièce, quelque chose de discret mais oppressant, comme si une partie du passé du meuble avait été ramenée avec lui. Il y a dans l'air cette sensation subtile qu'on n'est pas seul, qu'un regard invisible nous observe. Aujourd'hui, en le regardant de plus près, j'ai remarqué une gravure sur le côté intérieur d'une porte, quelque chose que je n'avais pas vu la veille. C'est écrit dans une langue que je ne reconnais pas. Et juste au moment où je me suis penché pour essayer de mieux voir, j'ai senti un courant d'air glacé balayer mes jambes. La fenêtre était fermée. J'ai grandi dans une famille chrétienne, et tout ce qui touchait au surnaturel, au bizarre ou à l'étrange était rapidement écarté d'un revers de la main. C'est le vent, tu es fatigué, ou encore, tu regardes trop la télé, voilà les réponses habituelles. Mais aucune de ces explications ne tient vraiment face à ce que je vis. Personne n'a jamais su me dire pourquoi j'entends des murmures au sommet des escaliers, encore aujourd'hui. J'habite dans cette maison depuis que j'ai 6 ans. Je vis avec mes parents, mais je suis aussi leur aidant au quotidien. Et malgré toutes ces années, les chuchotements n'ont jamais cessé. Ils ne viennent pas d'un tuyau, ni d'un courant d'air, et ce n'est pas le genre de son qui disparaît quand on l'ignore. Au contraire, plus on reste immobile, plus les mots deviennent distincts, comme si quelque chose, ou quelqu'un, attendait qu'on écoute vraiment.
Le plus inquiétant, c'est que ça devient de plus en plus clair. Les phrases se forment presque entièrement maintenant, et je suis le seul à les entendre. À chaque fois que j'en parle, on me sort une nouvelle explication rationnelle qui n'explique rien du tout. Et puis, il y a eu cette discussion avec ma mère. Je lui ai parlé de ce que j'entendais encore, du fait que les voix étaient plus fortes. Elle a souri, presque avec tendresse, et m'a dit « Oh, ça, c'est juste ton ami imaginaire. » Apparemment, quand j'étais petit, je parlais souvent à quelqu'un, là-haut, et cette chose me disait des choses très précises, comme où se trouvaient les couteaux dans la maison. Ma mère a simplement ri en racontant ça, comme si ce n'était qu'un souvenir d'enfance sans importance. J'avais 11 ans quand mon beau-père s'est ôté la vie. Cette nuit-là, je dormais dans un lit superposé, comme d'habitude. Mais je me suis réveillé en sursaut, sans vraiment savoir pourquoi, et quand j'ai ouvert les yeux, il était là. Debout, juste devant la fenêtre. Le plus étrange, c'est que je pouvais voir à travers lui, comme s'il était fait de brume ou de lumière filtrée. Il ne parlait pas, mais il m'a regardé avec ce même sourire qu'il avait toujours eu quand il me disait au revoir. Puis il a levé la main pour me faire un signe, tout doucement. Et ensuite, il s'est tout simplement dissous dans l'air, comme si le vent l'avait emporté. J'étais pétrifié, glacé de la tête aux pieds, incapable de bouger ni de crier. Ma mère a dû entendre un bruit, ou peut-être a-t-elle senti quelque chose, car elle est entrée dans la chambre presque aussitôt. Je lui ai raconté ce que j'avais vu. Elle a soupiré, m'a caressé les cheveux et a murmuré que ce n'était qu'un mauvais rêve. J'ai essayé de la croire. Je me suis recouché, mais l'image de son visage et de son geste d'adieu ne quittait plus mon esprit. Le lendemain, en rentrant de l'école, je l'ai vue m'attendre à quelques maisons de la nôtre, près des boîtes aux lettres. Elle avait un air grave, le regard un peu perdu. Elle m'a demandé de lui redire ce que j'avais vu la nuit précédente, mot pour mot. Je l'ai fait. Et après un silence, elle m'a dit la vérité. Mon beau-père était mort. Il avait mis fin à ses jours cette même nuit, alors que je dormais. Elle venait tout juste de l'apprendre et n'avait pas su comment me l'annoncer. Mais ce que j'avais vu, elle ne pouvait pas l'expliquer. Je ne sais pas ce que c'était vraiment. Une vision, un adieu, une projection de mon esprit d'enfant ou quelque chose de plus profond. Mais ce que je sais, c'est qu'il est venu. Il est venu me dire au revoir à sa façon, avec ce sourire familier et ce geste silencieux. Et quelque part, ça m'a réconforté. Parce qu'au milieu de la douleur et du mystère de sa mort, il a pris un dernier instant pour me dire qu'il partait. Mon fils avait 4 ans à l'époque. Je travaillais beaucoup, et la grande-tante de ma mère avait gentiment accepté de le garder de temps en temps. Je ne connaissais pas vraiment cette branche de la famille en grandissant, ma mère n'était pas très proche d'eux. Mais sa tante avait toujours été une personne de confiance, douce, généreuse, et elle m'avait elle-même gardé quand j'étais petit. Elle habitait près de mon travail, donc tout s'était organisé naturellement. Un jour, je suis allé récupérer mon fils comme d'habitude. Sauf que cette fois, elle est sortie sur le perron avant même que je n'ai eu le temps de frapper. Elle avait ce regard nerveux, presque troublé, et elle a fermé la porte derrière elle comme si elle voulait me parler sans que personne d'autre n'entende. Je me suis figé, pensant que mon fils avait peut-être fait une bêtise. Mais avant que je puisse lui poser la question, elle a dit « Il a été adorable, vraiment. Rien à reprocher. » Et puis elle a marqué une pause. Comme si elle hésitait à continuer. Elle m'a expliqué qu'un peu plus tôt dans la journée, elle feuilletait de vieux albums photos pendant que les enfants jouaient. Mon fils, curieux, était monté sur ses genoux pour regarder avec elle. Elle lui montrait des visages, des souvenirs, lui disait qui était qui. Il n'en connaissait aucun, bien sûr. Puis elle est arrivée à une photo de son père à elle, un homme décédé depuis plus de 30 ans. Avant même qu'elle ait pu dire quoi que ce soit, mon fils s'est penché vers la photo et a dit calmement « Lui, je le connais. » Elle a figé. Elle lui a demandé d'où il le connaissait. Et il a répondu simplement, comme s'il parlait de quelqu'un qu'il voyait tous les jours,
c'est l'homme qui vient ici et nous regarde jouer parfois. » Par nous, il parlait de lui et du petit-fils de cette femme, son cousin de son âge qu'elle gardait aussi. Intriguée, elle lui a demandé où exactement il voyait cet homme. Il a tendu le doigt vers un coin précis du salon. Un endroit banal, sans rien de particulier. Elle lui a simplement souri, un peu crispée, et a tourné la page de l'album. Mais elle n'a pas oublié. Ce jour-là, sur le perron, elle m'a raconté tout cela avec une émotion contenue, mais réelle. Elle n'était pas du genre à se laisser emporter par des histoires étranges. Et pourtant, on voyait bien qu'elle ne savait pas comment expliquer ce que mon fils avait dit. Il ne pouvait pas connaître cet homme. Il n'avait jamais vu cette photo, jamais entendu parler de lui. Et pourtant, il l'avait reconnu sans hésitation. Il l'avait vu, vivant ou non, dans cette maison, à les observer pendant qu'ils jouaient. Depuis, chaque fois que je repense à cette histoire, un frisson me parcourt. Pas de peur. Plutôt un sentiment étrange, entre mystère et réconfort. Comme si certains liens familiaux, même coupés par le temps et la mort, ne disparaissaient jamais vraiment. Ma fille me parle depuis quelque temps d'un garçon fantôme. Pour elle, c'est comme un ami imaginaire un peu farceur. Elle rit souvent en me disant ce qu'il lui raconte. Mais ce qui me trouble profondément, c'est le contenu de ce qu'il lui dit. Il lui parle de fusillade. Il lui dit qu'il va nous tirer dessus, qu'il va s'en prendre à nous. Ma fille, du haut de son innocence, trouve tout ça drôle. Elle ne réalise pas ce que cela signifie réellement. Pour elle, ce n'est qu'un jeu. Et puis aujourd'hui, quelque chose de dérangeant est arrivé. J'étais seul à la maison. Un jouet de bébé, posé là, sans pile récente, un de ces jouets avec une petite porte à ouvrir, qui chante l'alphabet ou rit, s'est soudainement mis en marche. Mais au lieu de sa musique habituelle, il a émis deux sons secs. Comme ceux d'un chargeur qu'on enclenche dans une arme. Clic clic. Puis un bruit de rafale. Et après ça, un rire. Pas le rire mignon qu'il est censé faire. Un autre, plus long. Plus dérangeant. Ça s'est reproduit encore. Et encore. Sans que personne ne touche au jouet. Juste ce bruit métallique, la rafale, puis le rire. J'ai vérifié les piles. J'ai même pensé à un dysfonctionnement. Mais ce jouet n'avait jamais émis ce genre de son avant. Jamais. Je ne suis pas quelqu'un qui s'emballe facilement. J'essaie toujours de garder les pieds sur terre. Mais là, tout concorde trop étrangement. Les paroles de ma fille. Ce jouet. Le fait qu'elle ne semble pas avoir peur, alors que moi, je commence à ne plus me sentir en sécurité chez moi. Je ne sais pas encore ce que je dois faire. Mais je sais une chose, ce qui se passe ici n'a rien d'ordinaire. Nous avions une voiture jouet, de celle où un enfant peut s'asseoir dessus et la chevaucher. Elle faisait du bruit, comme dans les dessins animés pour enfants. Elle démarrait toute seule parfois, sans que personne ne la touche. Au début, on pensait à un simple dysfonctionnement, alors on a enlevé les piles. Mais même sans piles, la voiture s'est remise à faire ses sons toute seule. Je n'avais jamais vraiment cru à ce genre de phénomène avant. Tout ça me paraissait trop loin de la réalité, jusqu'au jour où ça nous est arrivé, à nous. Cette voiture a traversé toutes les générations de mes petits-enfants. La plus grande a maintenant 12 ans. Et aujourd'hui, la voiture est parfaitement normale. Plus aucun bruit. Plus rien d'étrange. Mais à l'époque, on vivait dans une autre maison. Cette maison-là était différente. Chargée. On savait qu'elle avait été construite sur un ancien champ de bataille. C'était dans les archives locales, c'était un fait. Et dans cette maison, j'ai toujours eu le sentiment qu'un enfant y restait, comme s'il n'était jamais vraiment parti. Pendant que je faisais la vaisselle, il m'arrivait souvent de sentir un petit tiraillement au bas de ma chemise. Comme un enfant qui veut attirer l'attention. Toujours le même geste, toujours ce moment précis où je ne pouvais pas m'arrêter. Alors je répondais presque automatiquement, « Va jouer »,
je suis occupé. Comme si c'était tout à fait normal. Et puis il y avait le frigo. Parfaitement moderne. Rien d'anormal, jusqu'à ce qu'un jour il commence à sonner. Pas une fois. Plusieurs fois. Quand je suis allé voir, le message « Verrouillage enfant » clignotait encore et encore. Personne n'avait touché à ce bouton. Ce n'était pas une fonction qu'on utilisait. Mais c'était là, bien en vue, répété comme un message qu'on voulait faire passer. Je suis persuadé que ce petit être essayait simplement de dire « Je suis là ». Il ne faisait pas peur. Il agissait comme un tout petit qui cherchait de l'attention. Peut-être qu'il était resté là, entre deux mondes, sans comprendre pourquoi. Et à sa manière, il voulait juste qu'on le remarque. Depuis qu'on a quitté cette maison, plus rien. Le jouet est silencieux. Les appareils sont calmes. Mais je n'oublierai jamais cette sensation, celle d'être observé par une présence qui ne voulait que jouer, qu'exister encore un peu. Quand j'étais adolescent, vers 15 ans, mes parents ont vécu une histoire que je n'ai jamais oubliée. Un de leurs amis proches, Pedro, est décédé soudainement. Sa veuve, encore très bouleversée, a proposé à mon père de prendre le fauteuil relax qu'il aimait tant, un fauteuil presque neuf qu'elle ne supportait plus de voir, car il lui rappelait trop son mari. Mes parents, sans se douter de quoi que ce soit, ont accepté avec plaisir. C'était un beau meuble, confortable, et dans son genre, assez élégant. Mais à peine 2 semaines après que le fauteuil a été installé dans notre salon, quelque chose d'étrange s'est produit. Un soir, alors que mes parents étaient déjà couchés, mon père a demandé à ma mère de lui apporter un verre d'eau depuis la cuisine. Elle lui a répondu un peu moqueuse, « Pourquoi tu n'y vas pas toi-même, et tu m'en ramènes un pendant que tu y es ?» Et là, mon père, qui n'était pas du genre à plaisanter avec ce genre de choses, a dit calmement, « Je vais te dire un secret un peu fou. Je me suis levé cette nuit, et en passant par le salon, j'ai vu Pedro. Il était assis dans son fauteuil. » Ma mère a arrêté de sourire. Elle a simplement répondu, « Eh bien, moi non plus je ne vais pas dans la cuisine, parce que je l'ai vu aussi. 2 fois. Et je n'ai jamais osé t'en parler, je pensais que tu ne me croirais pas. » Ils m'ont raconté cette histoire ensemble, quand je leur ai demandé un jour pourquoi on s'était débarrassé aussi rapidement de ce fauteuil si confortable. Ce n'était pas le genre de mes parents de céder à des histoires de fantômes, encore moins mon père, profondément sceptique sur tout ce qui ne s'expliquait pas par la logique. Mais cette fois-là, ils étaient d'accord. Pedro était toujours là. Des années plus tard, après le décès de mon père, des choses étranges ont recommencé. Ce n'était plus le fauteuil, mais la porte d'entrée. Ma mère et moi entendions clairement le bruit de la serrure, le claquement familier de la porte qui s'ouvre puis se referme. Puis ce son très particulier de ces clés qui s'entrechoquent, comme lorsqu'il rentrait du travail. La première fois, j'ai cru rêver. Je suis allé voir. Personne. Rien. Mais avant même que je dise un mot, ma mère, restée dans le salon, a levé les yeux et dit simplement « Tu l'as entendu toi aussi, hein ?» Ce n'étaient jamais des événements effrayants. Plutôt des rappels. Des signes discrets. Comme si ceux qu'on aime cherchent parfois à revenir, un instant, pour nous dire qu'ils sont toujours là. Je suis scientifique, j'ai un master en informatique et je poursuis actuellement un doctorat. J'ai été formé à l'analyse, à la rigueur, au doute méthodique. Je crois profondément à la méthode scientifique. Et je suis, en règle générale, quelqu'un de très sceptique. Mais je ne suis pas assez arrogant pour penser que nous avons déjà tout compris. Ce qui suit, je n'arrive toujours pas à le classer. C'était une journée normale, sans incident, sans stress particulier. Je n'avais consommé ni alcool, ni drogue, ni aucune substance susceptible de troubler mes sens. Aucune prédisposition mentale, aucun antécédent personnel ou familial. Rien qui pourrait préparer le terrain à une hallucination ou une confusion. J'étais simplement en train d'aller me coucher. Une routine quotidienne. J'ai posé ma tête sur l'oreiller. Et c'est là que c'est arrivé. Dans l'instant précis où ma tête touchait le tissu,
Une voix a chuchoté, clairement, violemment, juste à côté de mon oreille. Un seul mot, hey. Comme un appel, comme si quelqu'un était penché là, tout près de moi. La proximité était glaçante. Je me suis redressé d'un bond, en alerte totale, cœur battant à toute vitesse, prêt à réagir. Il n'y avait rien. Personne dans la pièce. Aucun appareil allumé, pas de téléphone, pas d'enceinte, pas de son ambiant. Silence absolu. Je me suis dit que peut-être j'avais rêvé, que mon esprit avait joué un tour à la limite du sommeil. Mais depuis cette nuit, les cauchemars ont commencé. Toujours le même personnage. Un homme, grand. Toujours dans l'ombre. Coiffé d'un chapeau haute forme. Je ne peux pas voir son visage, mais je sais qu'il me regarde. Parfois, je me réveille en sursaut, persuadé qu'il est dans la pièce. D'autres fois, je me réveille sans souvenir précis, seulement avec ce poids dans la poitrine. Je ne peux pas affirmer que ces deux événements sont liés. Mais leur enchaînement me trouble. Je n'ai aucune théorie à proposer. Pas de cause mesurable. Et je n'ai rien observé qui puisse être testé, répété, analysé. Je partage ceci parce que malgré toutes mes certitudes, il m'est arrivé quelque chose que je ne comprends pas. Et même si cela va à l'encontre de mes réflexes de chercheur, je ne peux pas simplement le balayer d'un revers de la main. Parce qu'il y a encore tant de choses que nous ignorons, tant de territoires que ni la science ni la logique n'ont encore cartographiés. C'est une histoire qui reste gravée dans ma mémoire, et je me demande si d'autres ont vécu quelque chose de similaire, car cela commence à me rendre fou. Il y a environ 9 à 10 ans, mes amis et moi avons tous vécu la même expérience étrange au Kyopico Campground, en Californie du Sud, un endroit où nous allions chaque année. J'avais environ 15 ou 16 ans à l'époque, et j'étais avec mon petit frère et un groupe de 3 à 5 autres enfants. Nous avions décidé d'explorer un peu plus loin et de gravir une colline rocheuse, qui, techniquement, était dans une zone interdite. Nous avons atteint un sommet à environ 30 à 45 mètres au-dessus du campement. Nous étions entourés uniquement de collines sèches typiques de la Californie, et nous avions une vue imprenable sur le campement en contrebas. C'est alors que nous avons tous été témoins du plus bizarre des phénomènes, quelque chose qui me hante encore aujourd'hui. C'était comme une personne flottante, vêtue d'un costume morphé noir. On voyait les bras, les jambes et la tête clairement définis. Cela flottait à environ 6 mètres au-dessus de nous, se dirigeant vers l'est, montant lentement dans le ciel. Je me souviens que nous avons tous commencé à crier et à courir après, mais avant qu'on ait pu faire quoi que ce soit, cette silhouette a disparu dans l'atmosphère, comme si elle s'évaporait. Nous étions tous totalement sous le choc, incapables de comprendre ce que nous venions de voir. Nous avons couru en bas de la colline pour raconter ce qui venait de se passer à nos parents, mais bien sûr, ils ont pensé que nous exagérions ou que nous jouions à des jeux d'enfants. À l'époque, aucun de nous n'avait de téléphone iPhone pour filmer l'incident. Mais il se trouve que mon petit frère avait un téléphone et avait réussi à enregistrer une vidéo de la silhouette avant qu'elle disparaisse. Et voilà où les choses deviennent étranges. Le lendemain, nous avons découvert que la vidéo avait inexplicablement fini dans la piscine du camping. C'était comme si le téléphone avait été plongé là, de manière totalement improbable. C'était tellement bizarre, presque comique. Aujourd'hui, je lui ai envoyé un message pour savoir s'il se souvenait de cet événement, ou si j'étais simplement en train de m'imaginer tout cela, et que mon cerveau d'enfant avait fabriqué un souvenir que je croyais réel. Il m'a répondu qu'il se souvenait très bien et que, oui, cela ressemblait vraiment à un homme dans un costume morphé noir. Tout cela reste un mystère, un événement étrange qu'aucune de nos explications rationnelles ne parvient à résoudre. Et bien que nous n'ayons pas de preuves concrètes, le fait que nous ayons tous vécu la même expérience avec une telle cohérence me trouble encore. Est-ce que c'était une hallucination collective? Un phénomène inexplicable? Ou quelque chose d'encore plus étrange? La question reste sans réponse. Il y a quelques années, j'ai été admise dans un hôpital psychiatrique pour une dépression. L'hospitalisation en elle-même n'a pas été particulièrement marquante,
et je ne me souviens pas de détails significatifs à l'exception d'une expérience qui m'a profondément perturbé et qui me hante encore aujourd'hui. Je partageais ma chambre avec 3 autres femmes. Un matin, aux alentours de 4 ou 5 heures, je me suis soudainement réveillé. J'étais allongé dans mon lit sans mes lunettes, et j'ai remarqué une lumière brillante qui se déplaçait lentement à travers le plafond. Comme je n'avais pas mes lunettes, la lumière semblait floue, mais elle ressemblait à un phare ou un projecteur. Au début, j'ai pensé que cela pouvait être une voiture à l'extérieur, car notre chambre était au rez-de-chaussée. C'était une explication logique. Mais plus je regardais, plus la lumière semblait se déplacer de façon étrange, presque comme si elle dansait d'un côté à l'autre. J'ai rapidement mis mes lunettes. Ce que j'ai vu ensuite était encore plus étrange, une orbe lumineuse flottait dans la pièce. Elle se déplaçait d'une manière très délibérée et presque surnaturelle. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre pour vérifier s'il y avait une source de lumière, mais il n'y avait rien dehors. La rue était déserte, et à part quelques réverbères, tout était plongé dans l'obscurité. Je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir profondément perturbé par ce que j'avais vu. Finalement, j'ai enlevé mes lunettes, je me suis allongé à nouveau et j'ai forcé mon esprit à se calmer pour retrouver le sommeil. Cette expérience m'a hanté pendant des jours. Je me suis demandé si j'avais halluciné, mais je n'ai jamais eu d'hallucination auparavant et je n'en ai pas eu après cela non plus. Mis à part ma dépression, je n'avais aucune autre condition qui aurait pu expliquer cela, et je n'étais pas sous médicaments qui auraient pu en être la cause. Ce qui rend l'expérience encore plus troublante, c'est l'histoire de l'hôpital. Il a été construit en 1868 et existe depuis très longtemps. Pendant l'ère nazie, des actes horribles ont eu lieu dans cet endroit, de nombreux patients ont été tués dans le cadre du programme d'euthanasie, et on estime qu'environ 1500 personnes ont été assassinées. Vu l'histoire macabre de cet endroit, il n'est pas surprenant que des événements étranges puissent encore se produire sur ces terrains. C'est la seule fois de ma vie où j'ai été témoin d'un phénomène aussi complètement inexplicable. Je ne peux pas oublier ce que j'ai vu. Malgré tout ce que j'ai appris sur la logique et la raison, il y a quelque chose dans cette expérience qui dépasse tout ce que je peux comprendre. C'est comme si l'endroit lui-même portait une empreinte de ce passé sombre, et que, parfois, cette histoire se manifestait encore. Quand j'étais tout petit, peut-être 5 ou 6 ans, quelque chose se passait régulièrement dans ma chambre d'enfant, quelque chose que je n'ai jamais vraiment oublié. Mon lit faisait face à ma télévision et à la porte de la chambre, qui restait toujours entr'ouverte la nuit. Rien d'extraordinaire en apparence. Pourtant, de temps en temps, je voyais une petite tête dépasser sur le côté de l'encadrement de la porte. Je dis « petite » parce que ce que je voyais était très bas, comme si ça appartenait à quelqu'un ou quelque chose de très court. Mais je ne le voyais jamais en le regardant directement. C'était toujours du coin de l'œil, à la limite de la vision périphérique. Et chaque fois que je tournais la tête pour regarder, c'était parti. Disparu. Sauf une fois. Une seule. Cette fois-là, j'ai réussi à me tourner assez vite. Et au lieu de disparaître, la tête s'est simplement retirée, lentement, comme si elle se cachait délibérément. En grandissant, j'ai fini par en parler à mes parents. Je m'attendais à des moqueries, ou à un « tu as trop d'imagination ». Et effectivement, ma mère m'a dit que ce n'était rien d'autre que ça. Une invention d'enfant. Mais mon père, lui, a eu une réaction bien différente. Il m'a regardé avec sérieux, presque troublé, et m'a dit qu'il avait vu exactement la même chose quand il était enfant, dans la même maison. La même tête minuscule qui apparaissait au coin de la porte, qu'on ne pouvait jamais saisir du regard de face. Il n'avait jamais osé en parler avant. C'est ce souvenir-là qui me reste en tête. Ce lien étrange, cette expérience partagée à travers 2 générations. Ce n'était pas un rêve. Pas une invention. Je m'en souviens avec une clarté absolue. Il y a des choses, parfois, qui dépassent notre compréhension, mais qu'on ressent si profondément qu'on ne peut pas les nier. Même si, souvent, seuls ceux qui les ont vécues peuvent vraiment comprendre. Je me souviens très clairement de ce moment.
J'étais debout près d'une cascade, dans un lieu qui, dès mon arrivée, m'avait paru différent. Il y avait dans l'air quelque chose de paisible, de dense, comme si ce coin de nature portait une mémoire ancienne. Un silence plein. Un respect presque instinctif que l'on ressent sans vraiment pouvoir l'expliquer. Je me suis approché d'un rocher près de l'eau, usé, arrondi par le temps. On voyait bien que beaucoup de gens s'étaient assis là au fil des années, ou des siècles peut-être. Comme un autel naturel, discret, mais chargé. J'ai posé ma main dessus, et dans mon esprit, sans dire un mot, j'ai simplement pensé « bonjour ». Et c'est là que je l'ai senti. Une vibration. Pas un battement de cœur, pas un tremblement musculaire. Quelque chose d'extérieur. Un bourdonnement doux, comme une réponse silencieuse, mais parfaitement perceptible. J'ai d'abord essayé de me raisonner. Mon sang? Un spasme? Peut-être. Mais non. Ce que j'ai ressenti n'était pas de mon corps. Juste après, j'ai pris une photo, sans réfléchir. Et sur l'image, l'eau qui s'étendait autour du rocher montrait des ondulations nettes. Elle venait du rocher lui-même, comme si quelque chose s'en échappait doucement, touchant l'eau, la rendant vivante elle aussi. Je ne sais pas si ma femme me croit complètement. Elle m'écoute, elle hoche la tête, elle sourit peut-être par amour ou par respect. Mais moi, je sais ce que j'ai vécu. Je sais que ce rocher m'a entendu. Que ce lieu m'a reconnu. Depuis ce jour, je suis convaincu que certains endroits sont habités, chargés d'une présence qui dépasse notre compréhension ordinaire. Des lieux anciens où la nature, le temps, les souvenirs et peut-être même les esprits se rencontrent. Et ce rocher, ce contact si simple, m'a rappelé que la terre elle-même peut répondre, si on prend le temps d'écouter. J'avais 17 ans et je gardais la maison de ma tante. Pas vraiment ma tante, mais en quelque sorte. C'est ce genre de lien qu'on ne sait pas nommer mais qu'on sent profondément. Elle me faisait confiance, et moi, j'adorais cette maison un peu étrange, un peu ancienne, remplie de souvenirs silencieux. La première chose bizarre, c'est que la clé ne voulait pas ouvrir la porte. Rien à faire. Alors, comme je suis plutôt petit, je passais par la chatière. Ce n'était pas très glorieux, mais bon, ça marchait. Ce que je n'avais pas oublié, même si personne n'en parlait vraiment, c'est qu'il y avait eu un bébé, bien des années auparavant. Un petit nommé Jacob. Il était mort du syndrome de mort subite du nourrisson. Depuis, l'ombre de ce drame restait accrochée à la maison, même si on faisait comme si de rien n'était. Les premiers jours, tout semblait normal. Jusqu'à ce que, une nuit, alors que je dormais, j'entende des bruits de pas lourds dans la cuisine, comme quelqu'un qui marchait avec assurance. Puis l'odeur de biscuits sortant du four a rempli la maison. Une odeur douce, sucrée, mais il n'y avait personne. Je n'ai pas osé descendre. J'avais beau avoir 17 ans, ce genre de choses vous fige. Mais le plus étrange est arrivé peu après. J'étais dans mon lit, somnole, quand soudain, un coussin m'a frappé à la tête. Pas tombé. Lancé. J'ai ouvert les yeux en sursaut. Et là, je l'ai vu, un adolescent, debout, me fixant. Il portait un pantalon violet, comme sorti d'une autre époque. Il ne parlait pas. Il ne bougeait pas. Juste là, réel, présent. J'ai enfoui ma tête sous la couverture, tremblant, espérant devenir invisible. Le lendemain, j'ai appelé un ami. Je ne voulais plus rester seul là-dedans. Et il est venu. Ce soir-là, lui aussi a entendu les pas. Il a senti la même odeur de biscuits. Il m'a regardé avec de grands yeux, sans savoir quoi dire. Quelques jours plus tard, la nounou de la famille est passée pour utiliser la piscine. En voyant mon hésitation à entrer dans la maison, elle m'a demandé en plaisantant, « C'est à cause de Jacob ?» Je suis resté bouche bée. Elle a vu ma tête et a hoché la sienne, je comprends. Je le ressens tout le temps. Je crois qu'il n'aime pas quand des gens qui ne sont pas ses parents vivent ici. À partir de là, tout a changé. Je n'ai plus jamais douté. Je crois aux fantômes.
Pas aux monstres sous le lit ni aux histoires pour se faire peur, mais aux présences réelles, persistantes, parfois en colère, parfois simplement perdues. Jacob ne voulait pas faire de mal. Il voulait juste nous rappeler que, pour lui, cette maison était toujours la sienne. Quand nous étions enfants, mes frères, sœurs et moi, nous voyions souvent ce que nous appelions des duandes. Dans notre culture, ce sont de petits êtres, un peu comme des lutins ou des nains, invisibles aux adultes, mais bien réels pour les enfants. Et le plus étrange, c'est que nous n'en parlions pas entre nous. Pas au début. Chacun avait ses propres expériences, racontées séparément à nos parents. Pourtant, les histoires se ressemblaient toutes. Les mêmes détails, les mêmes comportements. Et toujours la même constante, ils ne se montraient qu'aux enfants. Ces duandes ne nous faisaient pas vraiment peur. Ils étaient surtout espiègles. Ils déplaçaient des objets dans la maison, faisaient disparaître des choses pour les faire réapparaître dans des endroits improbables, comme si c'était un jeu. Une fois, j'ai entendu des bruits au beau milieu de la nuit, comme si on traînait des meubles, des objets qu'on empilait, qu'on bougeait. Mais en allant jeter un œil dans le salon, tout était parfaitement en place. Rien n'avait changé, et pourtant le bruit était bien réel. Nous entendions aussi des pas rapides. Légers. Comme ceux d'enfants courant dans le couloir, sauf qu'aucun de nous ne bougeait à ces heures-là. Nos parents ne nous ont pas crus, évidemment. Pour eux, c'était notre imagination débordante ou des rêves confus. Jusqu'à ce qu'un soir, quelque chose change. L'un de nos parents s'est réveillé en pleine nuit, croyant avoir vu un enfant courir dans la maison, a réveillé la gouvernante dans la panique. Ils ont tous les deux accouru vers la chambre de mon frère, persuadés qu'il était sorti de son lit. Mais en ouvrant la porte, ils l'ont trouvé profondément endormi, paisible, parfaitement immobile. À partir de ce moment-là, ils ont commencé à nous écouter un peu plus sérieusement. Je ne peux pas dire avec certitude ce que c'était ces duandes. Esprit de la maison? Présence ancienne? Des souvenirs vivants que seuls les enfants peuvent percevoir? Mais ce que je sais, c'est que nous les avons vus. Sentis. Entendus. Ils faisaient partie de notre quotidien, discrets, joueurs, parfois dérangeants, mais jamais hostiles. Quand j'étais enfant, j'ai passé une bonne partie de mon enfance au Mexique, et je me souviens encore très clairement d'un moment que je n'ai jamais raconté à ma famille. C'était dans une région rurale de Sinaloa, là où vivaient les parents de la compagne de mon père. C'était un de ces endroits reculés, enveloppés de silence et de traditions anciennes, où le temps semble ralentir et où les histoires prennent vie dès que le soleil commence à descendre. Ce jour-là, j'avais rencontré quelques enfants du coin, et en fin d'après-midi, on a décidé d'explorer les bois ensemble. Le soleil était déjà bas, et sous les arbres épais, il faisait presque nuit. À un moment, je me suis retrouvé seul. Séparé du groupe. Je ne sais pas si je m'étais trop éloigné ou si j'avais pris un mauvais tournant, mais tout à coup, j'étais perdu. L'angoisse a monté, et j'ai commencé à courir dans une direction qui me semblait familière, espérant retrouver mes repères. C'est là que je suis tombé sur un ruisseau large, presque une petite rivière. L'endroit était calme, mais une tension flottait dans l'air. Et puis, je l'ai entendu. Un pleur. Lointain, mais clair. Une voix de femme, douloureuse, comme brisée. Le genre de son qui vous glace le sang, pas à cause de son volume, mais à cause de ce qu'il porte. Le chagrin pur. J'ai regardé vers le coude de la rivière, là où l'eau disparaissait entre les arbres, et à mesure que je fixais cet endroit, les pleurs se sont intensifiés. De plus en plus forts. De plus en plus proches. Jusqu'à devenir un cri. Un cri de désespoir absolu. Pourtant, visuellement, il n'y avait rien. Juste cette voix. Qui approchait. Je n'ai pas réfléchi. Mon instinct m'a fait bondir, et j'ai couru. J'ai couru sans me retourner, sans penser. Les branches me fouettaient le visage, les racines menaçaient de me faire tomber, mais je n'ai pas ralenti. Je ne sais pas combien de temps j'ai couru, ni par quel miracle j'ai retrouvé le village.
Mais j'ai fini par en sortir, essoufflé, tremblant, vivant. Je n'ai jamais parlé de cette nuit à personne. Mais dans mon cœur, je sais ce que j'ai entendu. Ce n'était pas une imagination d'enfant. Ce n'était pas le vent. C'était elle. La Llorona. Celle que l'on murmure dans les légendes. Celle que l'on entend, mais qu'on ne voit jamais. Celle que l'on fuit, si on a de la chance. Je rentrais chez moi après une soirée bien arrosée, fatigué mais sans rien d'inhabituel en tête. Pourtant, dès que j'ai franchi la porte, j'ai su que quelque chose clochait. Toutes les lumières de la maison étaient allumées. Absolument toutes. Le téléviseur hurlait dans le salon, sans que personne ne le regarde. C'était étrange, même inquiétant. Je suis monté à l'étage, et là, je l'ai trouvé. Mon colocataire, assis dans le fauteuil de ma chambre, endormi, un chapelet serré dans les mains. Ce n'était pas son genre. Il n'était pas religieux, et encore moins du genre à venir dormir dans ma chambre. Je l'ai réveillé doucement, lui demandant ce qu'il foutait là, et pourquoi il avait tout allumé. Il a rouvert les yeux, confus, encore agité. Et il s'est mis à me parler de la vieille dame qu'il avait vue en bas. Il disait être descendu dans le salon et avoir vu une femme âgée caressant notre chat. Le chat était perché à l'arrière du canapé, et il ronronnait, se frottant contre la main invisible de la femme. Mais pour mon coloc, cette main n'était pas invisible. Il l'avait vue clairement. Il a dit, le chat était en train d'être caressé. Il n'imaginait pas qu'il pouvait décrire la femme avec précision, ses cheveux blancs relevés, sa silhouette, sa tenue d'hiver, tout correspondait. Et là, ça m'a frappé. Ce qu'il décrivait, c'était exactement ma grand-mère. C'était sa maison à une époque. Elle passait tous les hivers ici, s'installait près du poêle, avec le chat blotti contre elle. J'avais grandi avec elle ici, avant de reprendre la maison quand mon père était devenu trop vieux pour monter les escaliers. Je suis allé chercher une vieille photo chez mes parents, un portrait d'elle en hiver, avec ce même chignon et ce sourire réservé. Je l'ai montré à mon coloc, sans rien dire. Il a blêmi. C'est elle. C'est la dame que j'ai vue. Plus tard, j'ai raconté l'histoire à ma mère. Je m'attendais à de la surprise ou de l'incrédulité. Elle s'est contentée de sourire doucement et de dire « ça lui ressemble tellement ». Ignorer les gens pour aller voir les animaux. Toutes ces choses me sont arrivées alors que j'étais dans une voiture. 3 moments, séparés, mais tous marqués au fer rouge dans ma mémoire. 3 instants où la réalité s'est fissurée juste assez pour laisser passer quelque chose d'inexplicable. Le premier, j'étais avec mes parents. On roulait tranquillement quand on a vu quelque chose traverser la rue. C'était un homme. Ou du moins, il avait une silhouette humaine. Grand, très grand, anormalement mince, tout noir comme une ombre. Mais ce n'était pas une ombre. Il était là, bien visible, comme découpé dans la nuit. Il marchait d'un pas étrange, presque glissant. Puis, arrivé au bord du trottoir, il s'est mis à 4 pattes, s'est allongé d'un coup, comme s'il s'étirait au-delà de ce qu'un corps humain devrait pouvoir faire, et il a bondi vers l'avant comme un félin. Ce n'était pas humain. Ce n'était pas un animal non plus. C'était autre chose. On est restés figés, tous les 3. Pas un mot. On savait qu'on avait vu la même chose. Et pourtant, rien ne pouvait l'expliquer. La deuxième fois, c'était avec mon père. On roulait de nuit et on a vu une créature traverser la route. Petite, avec une fourrure grisâtre. Pas de bec, mais un museau allongé. De toutes petites pattes. Et le plus étrange, elle marchait sur 2 jambes. Droite. Comme un mini dinosaure. Elle s'est arrêtée, a tourné la tête vers nous d'un geste rapide, presque mécanique, puis a détalé à une vitesse folle, toujours sur 2 jambes. Mon père, à moitié en plaisantant, a dit « c'est un bébé raptor, ou quoi ?» Mais on savait tous les deux que ce n'était pas une plaisanterie. Ce qu'on avait vu n'avait pas de nom connu. Et le dernier incident, celui-là,
c'est celui qui me hante encore. Je partais bosser, il était 2 heures du matin. L'autoroute était vide, j'allais bien au-delà de la vitesse autorisée. Quand soudain, une lumière est apparue. Une sphère blanche, brillante, comme une étoile tombée du ciel. Elle est passée juste à côté de moi. Aucun bruit. Aucune trace. Pas de roue, pas de structure identifiable. Juste une boule lumineuse qui filait comme un éclair, puis plus rien. Comme si elle n'avait jamais été là. Ces 3 événements, je les ai vécus. Je ne les ai pas rêvés. Et ce qui les relie, c'est ce sentiment, à chaque fois, que quelque chose nous observe. Quelque chose de plus vaste, de plus ancien, ou peut-être de plus avancé. Je n'ai pas d'explication. Et peut-être que je n'en veux pas vraiment. Mais je sais que la route, la nuit, cache bien plus que ce que nos phares peuvent éclairer. Il y a de nombreuses années, au début de ma vingtaine, mes amis et moi avons décidé de visiter une vieille maison abandonnée, bien connue dans notre région pour être hantée. Selon les histoires locales, une femme y aurait vécu au début des années 1900. Elle aurait assassiné plusieurs personnes, et son esprit entrait encore les lieux. C'était censé être une nuit entre amis, un défi, une montée d'adrénaline. On pensait y aller, se faire un peu peur, rire, puis repartir. Mais ce qu'on a vécu là-bas est resté gravé en nous, jusqu'à aujourd'hui. Quand nous sommes arrivés, l'endroit dégageait déjà quelque chose d'étrange, un silence trop dense, une odeur de bois pourri mêlée à une sorte de froid qui ne venait pas du vent. On a commencé à explorer, lampe torche en main, cœur battant mais encore dans l'esprit du jeu. Et puis, dans une pièce à moitié effondrée, elle était là. Une femme. Debout. Immobile. Les yeux braqués sur nous. Pas un bruit. Pas un mouvement. Juste une présence glaciale. Son visage était pâle, dur, ses vêtements d'une autre époque, et pourtant, tout était clair. Elle ne flottait pas. Elle ne disparaissait pas dans un nuage dramatique. Elle était là, réelle, silencieuse, et elle nous regardait. On a fui, bien sûr. Comme n'importe qui. On est sorti de la maison sans même se retourner. Mais le plus étrange, c'est ce qui s'est passé après. On a été au centre-ville, à la bibliothèque, pour voir si on pouvait en apprendre plus. Dans les archives du journal local, on a trouvé un vieil article. Et là, en plein milieu de la page, une photo. Son visage. Le même que celui qu'on avait vu. Exactement. Ce n'était pas une ressemblance vague. C'était elle. La femme de la maison. La meurtrière. Je sais que beaucoup ne nous croiront jamais. Et je comprends. Si je n'avais pas été là, je ne suis pas sûr que je m'y serais cru non plus. Mais ce soir-là, mes amis et moi avons vu quelque chose qu'on ne pourra jamais oublier. Et même des années plus tard, quand on en parle, le silence se fait toujours dans la pièce. Quand j'étais enfant, une nuit, je me suis réveillé sans raison apparente, et ce que j'ai vu ce soir-là reste figé dans ma mémoire. Juste derrière les fenêtres de notre appartement, au 7e étage, flottaient 2 objets. Pas des avions. Pas des hélicoptères. Des engins métalliques, lisses, brillants. Typiques de ceux que l'on décrit souvent comme des ovnis. Ils étaient là, immobiles, comme suspendus dans l'air. Trop proches des fenêtres, bien trop près pour que ce soit quelque chose de normal. Les avions ne volent pas à cette hauteur, si près d'un immeuble, et certainement pas sans bruit. Mais ces objets ne faisaient aucun son. Ils flottaient, là, comme s'ils nous observaient ou attendaient quelque chose. Je me souviens distinctement des lumières qui les entouraient. Des bandes lumineuses sur leur milieu, avec des teintes rouges et vertes qui pulsaient doucement. Hypnotisantes, presque vivantes. Ce n'était pas de la lumière de phare ou de signalisation comme sur un avion. C'était autre chose. Une lumière propre, fluide. Ma sœur était réveillée aussi. Elle regardait par la fenêtre, debout à côté de moi. Et c'est peut-être ce détail-là qui m'a toujours le plus troublé,
Aucun de nous n'a paniqué. Aucun cri. Pas de peur. On savait que ce qu'on voyait n'était pas ordinaire, et pourtant, on est juste retourné se coucher. Comme si c'était normal. Comme si c'était une scène déjà vue quelque part dans nos esprits. Aujourd'hui, quand je lui reparle de ce moment, elle balaie le sujet d'un revers de main. C'était sûrement des avions, me dit-elle. Elle rit. Change de sujet. Mais quelque chose, dans sa voix, me fait toujours douter de cette nonchalance. Comme si elle savait. Comme si elle se souvenait mais préférait ne pas y penser. Je ne peux pas prouver ce que j'ai vu. Je ne peux pas convaincre ceux qui ne veulent pas entendre. Mais moi, je sais. Et je me demande, parfois, pourquoi nous n'avons pas eu peur. Pourquoi nous avons réagi comme si cette visite silencieuse était attendue. Je travaillais pour une entreprise qui s'occupait de personnes en situation de handicap mental, directement chez elles. C'était mon tout premier poste, et j'étais affecté à une maison où je devais veiller sur 3 résidents, de nuit, pendant le 3e shift. Une ambiance calme, en théorie. Mais dès mon arrivée, quelque chose m'a fait comprendre que cette nuit n'allait pas être comme les autres. La responsable de la maison m'a accueilli, sympathique mais visiblement tendue. Avant de partir, elle m'a dit, « Parfois, il se passe des choses étranges ici, et ne fais pas de lessive cette nuit. Le lave-linge est au sous-sol. » À peine avait-elle terminé sa phrase que la poignée de la porte du sous-sol s'est mise à bouger, comme si quelqu'un en bas essayait d'ouvrir la porte. Je me suis figé. Mais j'ai pris sur moi. C'était mon premier jour, je venais tout juste de décrocher ce poste, et je ne voulais surtout pas me faire remarquer pour de mauvaises raisons. J'ai décidé de rester. La nuit a été longue. J'ai commencé à entendre des bruits de pas à l'étage, alors que j'avais déjà fait le tour, tous les résidents dormaient profondément, dans leur chambre, portes fermées. Les bruits continuaient. Lents. Réguliers. Comme si quelqu'un marchait en rond. J'ai senti une pression dans l'air, une tension invisible mais impossible à ignorer. Puis, en passant par le salon, je me suis arrêté net. Le crucifix accroché au mur était retourné. Tête en bas. Personne ne l'avait touché. Je l'avais vu tout à l'heure, il était dans le bon sens. Je ne voulais plus rester. Chaque fibre de mon corps me criait de partir. Mais je ne pouvais pas abandonner les personnes que je devais protéger. Alors j'ai tenu bon. Quand la fin du shift est enfin arrivée, je suis sorti comme un survivant. En m'installant dans ma voiture, les mains encore tremblantes, j'ai baissé les yeux sur mes bras. Et là, j'ai vu les marques. Des traces rouges, fines, comme des griffures. Elles n'étaient pas là en début de soirée. Et je n'ai aucun souvenir de m'être blessé, accroché, ou même d'avoir senti quoi que ce soit. Je n'ai jamais oublié cette nuit. Elle m'a glacé jusqu'à l'âme. Je ne sais pas ce qui hante cette maison, mais quelque chose y rôde. Et ce quelque chose sait très bien que vous êtes là. Je ne sais pas si tu crois aux fantômes, aux énergies qui traînent dans certains lieux, aux choses qu'on ne voit pas mais qui pourtant nous touchent, nous effleurent, nous traversent. Moi non plus, à vrai dire. Enfin, je n'y croyais pas, du moins pas avant de bosser dans ce cinéma de quartier, un job que j'avais pris un peu par hasard, parce qu'il fallait bien payer les courses, les loyers partagés et les soirées un peu trop longues du samedi. Je n'avais rien contre le boulot en soi, les horaires décalés ne me dérangeaient pas trop, l'équipe était plutôt cool dans l'ensemble, et le contact avec les clients, ça me passait au-dessus tant qu'on ne me demandait pas d'avoir l'air heureux de vendre du pop-corn à 10 balles. Le seul vrai problème, c'est qu'étant le dernier arrivé, on m'avait automatiquement collé les tâches ingrates, et notamment le ménage des salles après chaque séance. Je passais donc mes soirées, balayette à la main, à ramasser les déchets, à gratter les chewing-gums collés sous les sièges et à maudire intérieurement tous les parents qui laissaient leurs enfants bouffer comme des tornades de sucre en liberté. Mais il y avait une salle en particulier qui me rendait la tâche encore plus désagréable que les autres, la salle 3. C'était celle où l'on projetait la majorité des films pour enfants, ce qui voulait dire qu'elle était systématiquement dans un état catastrophique, une sorte de champ de bataille post-goûter géant,
avec des pop-corns dans les moindres interstices des sièges, des bonbons fondus sur la moquette, des flaques de soda tiède sur les accoudoirs, et parfois même des couches oubliées derrière un fauteuil. Pourtant, ce n'était pas uniquement la saleté qui me dérangeait dans cette salle-là. Il y avait autre chose, quelque chose de plus diffus, plus lourd, une ambiance étrange, comme une tension dans l'air, un truc qu'on ne voyait pas mais qu'on ressentait sans trop savoir l'expliquer. Je me souviens que dès mes premiers jours, mes collègues m'avaient fait une réflexion à moitié sérieuse, à moitié moqueuse, du genre « Bon courage pour la salle 3, fais gaffe aux mains qui poussent ». J'avais ri un peu nerveusement, pensant à un délire de bizutage, mais en voyant leur visage, j'avais senti qu'il y avait autre chose derrière cette blague apparente. Un soir, en discutant pendant une pause, j'ai fini par demander ce qu'ils voulaient dire par là, et c'est là que j'ai entendu pour la première fois l'histoire du père de famille. Apparemment, quelques années auparavant, pendant une séance du film Le Monde de Nemo, un homme d'une quarantaine d'années avait fait un arrêt cardiaque en pleine projection. Il était venu avec sa femme et ses 2 enfants, un samedi après-midi classique, comme tant d'autres, et il s'était simplement effondré dans son fauteuil, sans un bruit. Le plus troublant dans l'histoire, c'est que personne ne s'en est rendu compte pendant le film. Les enfants, absorbés par les images, pensaient qu'il s'était endormi. Sa femme, croyant qu'il piquait du nez comme souvent, ne l'avait pas réveillé. Ce n'est qu'à la fin, quand les lumières se sont rallumées, qu'ils ont découvert l'horreur. L'homme était mort depuis une bonne partie du film, les yeux ouverts, le corps raide, le souffle absent. Mes collègues, présents ce jour-là, m'ont décrit la scène comme l'une des plus marquantes et traumatisantes qu'ils aient vécues. La femme s'est mise à hurler, les enfants ont paniqué, le personnel a été submergé. Depuis cet événement, la salle 3 avait gagné une réputation de salle maudite, et la légende s'était construite toute seule. Certains disaient qu'on ressentait comme des courants d'air froid sans explication, d'autres affirmaient avoir été poussés légèrement alors qu'ils étaient seuls dans les rangées, toujours autour du même siège. Une collègue m'avait confié avoir entendu des pleurs d'enfants alors que la salle était vide. Je me disais que c'était sûrement exagéré, des histoires qu'on se raconte pour se faire peur ou pour faire flipper les petits nouveaux comme moi. Mais malgré tout, j'avais remarqué que personne ne voulait jamais aller nettoyer la salle 3 seul. À chaque fois, ils se débrouillaient pour m'y envoyer, soi-disant par tirage au sort, alors qu'étrangement, c'était toujours moi qui tirais le mauvais numéro. Un soir, en fin de séance, je me suis retrouvé encore une fois à devoir nettoyer cette foutue salle. Il était tard, il n'y avait plus de clients, la lumière était tamisée comme toujours après les projections. Je faisais ma tournée habituelle entre les rangées, ramassant les bouteilles vides, les sachets de bonbons, les gobelets renversés. La salle était particulièrement sale ce soir-là, et j'étais agacé. Je marchais rapidement entre les sièges, concentré sur ce que je faisais, quand, sans prévenir, j'ai ressenti une pression étrange dans mes jambes. C'était comme si mes genoux avaient flanché d'un coup, pas à cause de la fatigue, mais poussés, forcés. Mon corps s'est littéralement plié en deux, et je me suis retrouvé assis brutalement sur un des sièges, sans l'avoir voulu, comme si une force invisible m'avait cloué là. Ce qui s'est passé ensuite est difficile à expliquer. D'un coup, la salle qui était vide quelques secondes auparavant s'est remplie de monde. Des enfants riaient, l'écran diffusait le monde de Nemo, précisément la scène où Marin cherche son fils. À ma droite, 2 enfants riaient à gorge déployée. À ma gauche, une femme d'une quarantaine d'années regardait l'écran, le regard doux, presque mélancolique. Tout semblait figé dans le temps, comme si j'étais spectateur d'un souvenir qui ne m'appartenait pas. Je ne ressentais aucune peur à ce moment-là, juste une profonde étrangeté, comme si je n'étais plus tout à fait moi-même. Puis un son strident a brisé ce moment suspendu. Un sifflement aigu, métallique, presque insupportable. J'ai fermé les yeux une seconde, et quand je les ai rouverts, tout avait disparu. J'étais de retour dans la salle vide, les lumières encore tamisées, les détritus toujours là, mais juste devant moi, une forme noire flottait, comme une vapeur dense, une silhouette floue, sombre, qui s'est évaporée dans l'air en quelques secondes, laissant derrière elle une sensation glaciale dans tout mon corps. Je suis resté assis là pendant de longues secondes, incapable de bouger, avec la certitude étrange que quelque chose, ou quelqu'un, avait pris possession de mon corps, ou de mes souvenirs, ou de mon esprit, même si ce n'était que pour un bref instant.
Quand j'ai enfin retrouvé mes esprits, je suis remonté en salle de pause, pâle, encore tremblant, et j'ai raconté ce qui venait de m'arriver. À ma grande surprise, personne ne s'est moqué. Au contraire. L'un de mes collègues m'a tout de suite demandé « Tu peux nous montrer le siège ?» On est redescendu ensemble, et quand je lui ai montré le fauteuil sur lequel j'avais été forcé de m'asseoir, il a blêmi. C'était le siège exact où le père de famille était mort des années plus tôt. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais douté de l'histoire. Je continue de travailler dans ce cinéma, malgré tout, et la salle 3 est toujours là. On la nettoie, on y projette les mêmes films d'animation, et les enfants continuent d'y rire, d'y crier, d'y pleurer parfois. Mais moi, chaque fois que je dois y entrer seul, je fais un détour, je regarde le siège en question, et je ressens toujours la même chose, une présence. Une impression sourde et persistante qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui n'est jamais vraiment parti. Et quand un nouveau arrive dans l'équipe, c'est toujours cette histoire que je lui raconte. Il rigole, comme moi au début. Il pense que c'est juste une légende. Jusqu'à ce que ce soit leur tour d'aller nettoyer la salle 3. Seul. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.